Bonjour. J'ai mis un titre un peu compliqué, mais je pense que je vais essayer de répondre à quelques-uns des enjeux du titre du colloque. Et peut-être parce que je suis historien, je suis convaincu que les récits que nous faisons du passé sont déterminants dans le type de réponse que nous apportons au problème du présent. Et donc du coup, je voudrais commencer par la question comment on se raconte les dernières décennies de connaissance du réchauffement climatique, de discussion dans l'espace public et de politique publique sur ces questions. Un premier récit, évidemment, c'est le récit de la prise de conscience. Avant, on ne savait pas. Puis on a créé des grands comités scientifiques comme le GIEC, et petit à petit, la lumière écologique s'est répandue sur la société, sur les entreprises, sur les décideurs, et nous sommes peu à peu éclairés, nous allons sur le bon chemin. Et donc si nous n'avons rien fait dans le passé, c'est parce que nous ne savions pas, ou il y avait trop d'incertitudes. Et maintenant que nous savons, il y a une sorte d'automatisme selon lequel on agirait forcément d'une façon de plus en plus active. Alors on voit bien que ce schéma-là ne fonctionne pas. Les connaissances sur le climat sont d'abord, il ne suffit pas de savoir pour agir. Vous avez une photo de gens qui jouent au golf devant un méga-feu. La dimension purement cognitive ne suffit pas à expliquer le jeu social dans la fabrique des politiques publiques. Deuxièmement, on a des connaissances de plus de 150 ans sur le phénomène général de l'effet de serre. On n'est pas en train de le découvrir. Il est vulgarisé à différents endroits en France, donne lieu à des grands rapports. Des années 50 aux années 70, il y a vraiment 5 lignées de recherche qui ont fait avancer les savoirs sur l'effet de serre et la sensibilité climatique de la Terre. Ça donne lieu à des rapports de synthèse. Et au sommet de la Terre de Stockholm en 72, il y a 3 recommandations qui ont trait au climat sur les 109 recommandations de Stockholm. Donc le problème, évidemment pas comme aujourd'hui, pas avec les mêmes grandes manifestations climat, pas avec le JT tous les jours, etc. bien sûr, mais le problème existe dans la cohorte des problèmes publics environnementaux qui sont discutés au tournant des années 70. Là, vous avez quelques articles de vulgarisation sur ces questions dans le Figaro, Sud-Ouest, etc., à ce moment-là, et même les décideurs politiques. Ici, vous avez les comptes rendus d'un colloque de 1968 dans lesquels le PDG d'EDF, Boiteux, et le PDG de Elf, Pierre Guillaumat, discutent des problèmes comparés des déchets nucléaires solides dont on ne sait pas quoi faire et des déchets gazeux qui produisent de l'effet de serre. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis ils se mettent finalement d'accord sur l'idée que pour certains usages, on va garder les énergies fossiles et pour d'autres, par exemple le chauffage, éventuellement on pourrait passer à l'électrique et au nucléaire. Donc dans un grand colloque où il y a les plus grands décideurs, les ingénieurs X-1000, les dirigeants des grandes entreprises, cette question est discutée, elle est vue comme encore un peu lointaine, etc. D'ailleurs, le danger climatique est un des arguments pour promouvoir le nucléaire, aussi bien aux États-Unis depuis les années 50 que dans la France des années 70. Et deuxièmement, il est reconnu tout en le minorant par l'industrie pétrolière dans des documents publics du début des années 70. Donc on n'est pas dans une zone obscure où il n'y avait rien, on était dans le noir, il n'y avait pas de connaissances, pas de débat, etc. Il y a déjà des jeux d'acteurs avec des gens qui minorent, des gens qui disent c'est pour dans longtemps, des gens qui disent on n'est pas sûr, des gens qui disent il y a aussi en concurrence un phénomène de refroidissement lié aux aérosols. On n'observe pas encore de réchauffement dans l'hémisphère nord, ce qui fait qu'il y a des vrais débats, et d'autres qui disent on en sait déjà assez pour engager l'action. Et ça, c'est pas n'importe qui, c'est dans la revue 2000, qui est la revue de prospective de la DATAR, dont les dirigeants vont être les conseillers du Premier ministre de l'Environnement au début des années 70. Donc ce n'est pas des acteurs minoritaires qui sont mis au courant de ces questions-là au début des années 70. Du coup, ça nous amène à un autre récit qui a été très bien résumé par Bruno Latour, celui d'une guerre et d'une défaite. Ce n'est pas le récit d'une découverte progressive depuis 50 ans,
c'est « Nous avons vécu une guerre de 50 ans faite de tentatives manquées pour faire face à ce que j'appelle le nouveau régime climatique. Nous avons été lourdement vaincus et vaincus à nouveau, et cette fois la défaite est mondiale. » Alors, derrière ce type de récit, il y a toute une série de travaux d'activistes, de journalistes, notamment aux États-Unis, qui ont été cherchés dans les documents internes de Exxon, de BP, de Shell, et puis moi je l'ai fait avec Pierre-Louis Choquet, qui est ici dans le cas d'Elf et Total, des documents qui prouvaient que ces compagnies savaient, etc., et qu'elles avaient des stratégies, etc. Il y a aussi des travaux d'historiens sur la fabrique du doute. Je pense à Proctor et Oresques. On y reviendra, on essaiera de complexifier un peu ces approches. Et puis, le travail de Jean-Baptiste Fressos sur l'histoire un peu longue du climat, où il nous montre, contrairement à l'idée qu'on progresserait en permanence dans la connaissance, qu'entre 1880 et 1940, il y a plutôt un recul des connaissances ou des perceptions d'une action humaine sur le climat global. On recule par rapport à toutes les inquiétudes qu'on avait au XIXe siècle. Et on pourrait dire de la même façon, moi je constate dans mes travaux, que entre le moment de Stockholm, qui est un moment fort de mise à l'agenda, et puis le début des années 80, il y a un recul de la question climatique à l'agenda des arènes internationales. Est-ce que c'est uniquement la faute du choc pétrolier de 73, ou est-ce qu'il y a des jeux d'acteurs qui ont mis ce problème un petit peu en dessous d'autres questions dans l'agenda international? Ça reste un objet de recherche empirique en sciences sociales. Ce que j'espère, c'est que avec ce deuxième récit, celui d'une sorte de grande bataille, on sera mieux outillé pour comprendre la tourmente qui est à l'ordre du jour de ce colloque, cette contestation actuelle des savoirs, et puis j'essaierai de faire passer quelques outils des sciences humaines et sociales, principalement l'histoire et la sociologie de l'ignorance, et les approches en termes de sociologie des problèmes publics pour complexifier notre compréhension des rapports entre sciences et société. Parce que ce nouveau récit va remettre en question un certain récit linéaire, progressiste, diffusionniste des transferts des connaissances vers la société. Voilà. Alors, dans une première partie, je vais montrer ce que savait déjà l'industrie autour de 1980. Elle savait déjà que si rien n'était fait, on allait vers plus 3 degrés au milieu du XXIe siècle. Les hypothèses du refroidissement sont déjà disqualifiées et minoritaires à la fin des années 70. Le rapport Charney est sorti en 1979, rapport de l'Académie des sciences américaines. Un certain nombre d'espérances que les écosystèmes marins et les écosystèmes terrestres allaient compenser, tamponner, qu'il y aurait des feedbacks négatifs qui allaient absorber tout ce surplus de carbone émis, sont douchés dans plusieurs publications et colloques de la fin des années 70. Et donc, si on regarde, y compris les documents internes des compagnies pétrolières, les scénarios à plus 3 degrés, alors ça, c'est plutôt les travaux scientifiques. Les scénarios à plus 3 degrés, ça, c'est un scénario de Exxon. Vous voyez que la trajectoire dominante en haut à droite, elle est autour de plus 3 degrés. C'est un scénario de 78. Donc, en interne, notamment dans Exxon, qui est la plus grosse compagnie, qui a le plus de chercheurs sur ces questions, on n'a aucun doute sur le scénario de plus 3 degrés au cours, là c'est non c'est bien 2050. D'autre part, on sait aussi dans les milieux industriels et notamment pétroliers, parce qu'il y a des notes internes sur ces questions, que limiter le réchauffement climatique va impliquer un recul en valeur absolue des émissions et donc de la consommation des énergies fossiles, que leurs produits, leur business est remis en question parce qu'il faudrait faire pour réagir efficacement. Et dans des publis d'économistes et dans des notes internes de Exxon notamment, il y a cette idée, c'est un phénomène à long terme dont les effets visibles ne seront visibles qu'au début du XXIe siècle, mais si on veut infléchir la trajectoire et éviter le plus 3 degrés en 2050, c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à engager un certain nombre de transitions. Dès aujourd'hui, c'est-à-dire 1980. On est dans. Alors vous avez ça, par exemple,
dans cette note en bas qui dit, qu'il faut s'y prendre aujourd'hui. Et face à cette connaissance, les plus grandes entreprises pétrolières du monde développent des recherches parce qu'elles veulent être les premières à être au courant du problème, à développer des brevets pour certaines solutions techniques, à éventuellement être les premières à investir dans les énergies renouvelables, parce qu'elles ont un portefeuille assez diversifié. Ces compagnies, elles sont dans l'uranium dans les années 70, elles sont dans le charbon, elles sont dans le solaire, et donc il est de bon ton d'être les premiers dans la R&D sur le changement climatique à cette époque-là, et Exxon a clairement le lead. Là, vous voyez un tanker pétrolier qui a été équipé à la fin des années 70 pour étudier les échanges océan-atmosphère de CO2, avec des chercheurs dans un petit laboratoire à l'intérieur du supertanker. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, c'est les diverses courbes qui sont dans les notes internes d'Exxon et qui ont été publiées par Oreskes et ses collègues, et qui montrent que les connaissances de ces entreprises, leurs scénarios, ne sont pas moins précis que les scénarios qui sortent des labos des universités publiques. On n'a pas la science académique qui produit des connaissances et puis péniblement ça percole dans la société, dans les entreprises. Les entreprises sont à la pointe, sont productrices de savoir. Il faut aussi, dans la question des rapports sciences-société, on verra que ça peut être important. Pareil avec Shell, dans un rapport interne qui sera publié un peu plus tard de 88, c'est le premier rapport qui parle de l'acidification des océans, alors qu'en 90, le premier rapport du GIEC n'en parle pas encore. Donc on a des compagnies pétrolières qui ne sont pas en retard. Ces compagnies pétrolières suscitent, financent des expertises économiques pour voir comment on va s'y prendre. Donc il y a des travaux dans la recherche publique, à l'IASA, dans des universités, divers économistes, dont certains ont eu le prix Nobel sur ces questions, qui se mettent à modéliser le rythme des transitions, le type de technologie qu'il faut, les ajustements de marché entre demande, prix, etc. etc. Et dans les années 80, dès le début des années 80 et à la fin des années 70, vous avez des scénarios de sortie des énergies fossiles. Il y en a un d'Amory Lovins, en 76, vous voyez qu'il organise une décroissance énergétique globale et puis une disparition des fossiles à l'échelle 2025. Donc vous avez toute une série de scénarios énergétiques qui existent déjà entre 74 et le début des années 80, qui sont discutés et entre lesquels finalement les compagnies pétrolières vont choisir, sont parfaitement au courant des contraintes et des possibilités de chacun de ces scénarios possibles. Et alors, troisième point, elles s'organisent. Et notamment, ce qui m'intéresse moi, et ce qui est un des objets de recherche, c'est il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les circulations internationales des savoirs entre les labos scientifiques. Comment on coopère, comment circulent les connaissances, les matériaux, les objets, les drosophiles, etc. Les modèles, les postdocs. Je m'intéresse à ce type de circulation entre entreprises pétrolière à propos du pétrole, et notamment autour d'une organisation internationale qui s'appelle l'IPIECA, qui est l'association qui représente l'industrie pétrolière auprès des Nations Unies et qui est partie prenante auprès du PNUE, et qui s'est créée en 1974, qui fédère la plupart des compagnies pétrolières publiques et privées du monde, et qui se réunissent 3 fois par an en plénière, qui ont des groupes de travail. Et dans une de ces réunions, le directeur environnement de ELF de l'époque me dit « Ah bah c'est le moment où je me souviens, en 84, à une de ces réunions, avoir entendu Exxon parler du réchauffement climatique ». Du coup, dans son rapport annuel environnement, Tramier, qui est discuté en comité exécutif, donc tous les hauts cadres et dirigeants de ELF sont au courant, et il y a une discussion orale autour du rapport, il nous dit « Ça va inévitablement modifier notre environnement, tous les modèles sont unanimes, il y a 0 incertitude dans ce texte interne de 1985. Par contre, il y a déjà l'idée, l'industrie pétrolière doit se préparer à se défendre. » Et donc maintenant, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est cette contre-attaque de l'industrie pétrolière, le travail d'acteurs pour produire du déni et de l'obstruction. Vous voyez que dans une note interne au PDG d'Exxon, vous avez un triple argument.
Si on vous pose la question du réchauffement climatique, on est en 81, dites, il y a le temps de voir. L'augmentation de la température ne sera détectable que dans 20 ans. Et ce délai autorise une transition ordonnée vers des technologies non fossiles. Ne paniquons pas avec les écolos porteurs de catastrophes. Nous, les grandes entreprises, on va gérer le problème. Nous maîtrisons le temps, les liens en sciences sociales entre temps et pouvoir, de qui dit à quel moment il sera nécessaire de véritablement agir. Vous avez déjà un discours qui est en place à ce moment-là, au début des années 80, et on entend Edward David, le PDG d'Exxon, formuler ce discours à plusieurs reprises dans des discours publics. Et se met en place une stratégie où Exxon va licencier ses chercheurs sur le climat, va diminuer tous ses budgets et va faire le choix, avec d'autres pétroliers, notamment au sein de l'American Petroleum Institute, puis de l'IPIECA, de tenir une ligne climato-sceptique. Le changement climatique, on ne l'a pas encore détecté. Le facteur humain n'est sans doute pas le seul facteur, il pourrait y en avoir d'autres et on n'en sait rien, et les variabilités naturelles, etc. Ça va s'organiser aux États-Unis autour de la Global Climate Coalition, qui rassemble aussi l'industrie du gaz, l'électricité, enfin des producteurs de centrales avec les centrales électriques, l'automobile, etc., qui vont faire en sorte que Bush ne va pas ratifier la Convention climat de Rio, etc., etc. Pendant les 15 années qui suivent, on va avoir un très très fort lobbying sur l'administration américaine pour faire piétiner les négociations climat. Et ça se joue également à l'échelle internationale avec l'IPIECA et un certain nombre, il y a un groupe de travail sur l'effet de serre qui est créé à l'IPIECA en 88, qui produit un gros rapport avec plein de documents qui est envoyé à toutes les compagnies membres en 1990 et qui dit en gros, voilà, l'ozone, on s'est fait avoir, c'est en train d'être régulé par le protocole de Montréal. Par contre, pour les gaz à effet de serre, on ne va pas se laisser faire, on s'y prend en avance. On ne veut pas la proposition de Toronto en 88 de moins 20% entre 1990 et 2005, qui était une proposition adoptée en juin 88 à la conférence de Toronto. On ne veut pas de targets ni de timetable dans la Convention climat de 92. Et donc pendant 4 ans, ils vont faire en sorte que la Convention climat soit vidée des engagements un petit peu forts qui avaient été mis en avant dans les années précédentes, avec une stratégie dans laquelle le fait de souligner les incertitudes est un des 3 points de la stratégie. On va mettre en avant le doute, on va mettre en avant les divergences, on va montrer que les modèles ne sont pas si fiables que ça, etc. On va retrouver ça dans un document interne de ELF en 92, thème « Il existe des doutes scientifiques en matière d'effet de serre ». Et on va le retrouver dans des communications publiques de toutes les grosses compagnies pétrolières autour et avant Rio, y compris Elf et Total. Là, vous en avez une du directeur environnement de Total de l'époque. Il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion d'énergie fossile. On est 2 ans après le premier rapport du GIEC. Alors, ce travail de coordination entre différentes entreprises pétrolières va permettre de peser dans différentes arènes. Les firmes états-uniennes pèsent via le GCC sur les décisions américaines. La présence de compagnies du Golfe, c'est combien de temps ? 5 minutes. Permet de s'assurer que les pays du Golfe dans les négociations vont jouer un rôle de freinage. L'IPIECA va faire en sorte de faire de l'entrisme à l'intérieur de la Chambre internationale de commerce de façon à ce que leurs intérêts ne soient pas défendus que par les pétroliers, mais soient défendus par l'ensemble, par une organisation légitime, transversale, qui représente toute l'économie mondiale, qui est la Chambre de commerce internationale. C'est un travail qui n'est pas encore publié, qui est en cours. Et un travail pour influencer la recherche, à la fois pour financer des recherches qui pourraient montrer les faiblesses des modèles actuels. On sous-estimerait le rôle des nuages, on sous-estimerait le rôle des aérosols. Donc l'IPIECA fait cotiser différentes entreprises pour financer ça. Là, vous avez la photo avec différents directeurs environnement des compagnies pétrolières et puis un avion militaire qui est recyclé pour faire des mesures dans l'atmosphère avec le labo, le Met Office anglais et d'autres
labos notamment américains, le NCAR, le Lamont, etc. Ça sert finalement à financer des pistes alternatives qui pourraient calmer les inquiétudes, mais ça sert aussi à rencontrer les meilleurs experts du climat qui sont par ailleurs lead authors dans les chapitres du GIEC. Et donc, en participant à ce projet, en ayant des ingénieurs en service national pour ELF placés un peu dans tous les meilleurs labos du monde, ce monsieur qui est le numéro 2 du service de la direction environnement de ELF, elle visite le NCAR régulièrement, elle discute avec James Hansen, avec tous les grands pontes, au moment même où ils sont en train d'écrire leur rapport du GIEC. Alors, dans la période de la fin des années 90 au protocole de Paris, on pourrait dire qu'on rentre dans une nouvelle phase. Le travail d'obstruction change dans la mesure où le déni pur et dur prend moins d'importance parce que le GIEC a fait son travail, parce qu'il y a des opinions publiques en Europe, parce qu'il y a une médiatisation, une construction du problème public depuis la fin des années 80 qui commence à faire que Shell, BP, Elf et Total ne peuvent plus décemment se dire douter du réchauffement climatique autour de 95-96 à l'approche de Kyoto. Et donc à l'approche de Kyoto, les compagnies européennes se désolidarisent des compagnies américaines, Texaco, Chevron et Exxon, et disent nous reconnaissons les rapports du GIEC, nous admettons qu'il y a un réchauffement climatique, mais simplement nous ne voulons pas des solutions qui sont proposées classiquement par les politiques, nous voulons des engagements volontaires et nous voulons des marchés. Donc on se met à avaliser le constat scientifique et à faire tout un travail pour inventer d'autres réponses, d'autres solutions par le financement de scénarios économiques et par le financement de toute une série de recherches sur toutes sortes de solutions qui pourraient être compatibles avec la poursuite du business fossile de ces compagnies. Le gaz naturel comme énergie de transition, c'est mieux que le charbon, c'est mieux que le pétrole. Les agrocarburants, la compensation carbone par des marchés du carbone, les techniques de capture et stockage, l'hydrogène, la géo-ingénierie. Alors tout ça, c'est financé à travers des nouveaux financements dans de grandes universités américaines. Vous avez des consortiums entre Princeton, Stanford, MIT, Berkeley et les principales compagnies pétrolières qui s'orientent vers ces sujets-là dans les années 2000, et puis les partenariats entre Total et le Collège de France en France, qui finalement vont construire de nouvelles solutions pour retarder le moment où il va vraiment falloir couper dans la consommation des énergies fossiles. Là, il y a un travail en cours d'une doctorante au Centre de sociologie de l'innovation sur comment la technique de capture du carbone a été progressivement mise à l'agenda du GIEC entre les années 90, où c'était vraiment une idée un peu hurluberlue. C'est rentré dans quelques groupes de travail, et comment c'est devenu mainstream à l'intérieur du GIEC dans les années 2010, comment on fait rentrer dans l'entonnoir une nouvelle solution dans le dispositif du GIEC. Il y a un très très beau travail sociologique en cours là-dessus. Alors, quelques éléments de conclusion. D'une part, il y a beaucoup de spécialistes qui disent autour de Rio, on a perdu 50 ans. On avait une fenêtre d'opportunité. En fait, l'humanité a émis autant de gaz à effet de serre depuis 92 que tout ce que l'humanité avait émis depuis la préhistoire jusqu'à 1992. Donc, on a émis le double aujourd'hui de ce qu'on avait émis en 92. Et si on avait commencé en douceur, à moins 20%, tranquillement, à être sur une trajectoire de descente des émissions à ce moment-là, on n'en serait pas dans le dur comme on l'est aujourd'hui. Donc il y a une opportunité manquée parce qu'il y a eu des jeux d'acteurs qui nous ont fait manquer cette opportunité. Deuxième conclusion, on ne peut pas, dans les travaux sur l'agnotologie, je vais y revenir, la sociologie de l'ignorance, s'en tenir à la ligne défendue par Naomi Oreskes, selon laquelle c'est essentiellement le déni qui est l'unique stratégie de production d'ignorance. Il faut inclure le fait de créer des chiffons rouges dans lesquels des centaines de scientifiques sont occupés sur des solutions qui, en fait, sont extrêmement critiquables ou problématiques. Donc cette stratégie est beaucoup plus sophistiquée
est beaucoup plus dangereuse et moins étudiée. Il faudra la regarder. Transition peut-être vers ce que va dire Valérie. Peut-être que là, je vous ai présenté deux phases, hein, le négationnisme dur des années 80-90 et puis la prolifération des fausses solutions des années 2000-2010. Peut-être qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase avec une géopolitique différente, avec des liens plus assumés entre les intérêts fossiles et l'extrême droite, avec un contexte de post-vérité que vous connaissez bien. Maintenant, je termine par quelques conclusions un peu plus analytiques pour les apports des sciences sociales sur ces questions. Le premier point, ce serait de dire qu'il faut sortir, c'est vraiment un travail des études des sciences depuis 20 ans, il faut sortir d'une conception des rapports entre sciences et société selon laquelle les choses se produisent dans les laboratoires et petit à petit circulent à travers des rapports d'experts vers l'opinion publique et vers les décisions, les industriels, etc. On a vu que les industriels étaient des coproducteurs, étaient archi au courant, ils étaient proactifs, ils ont fabriqué des champs de recherche pour orienter nos yeux vers certaines directions plutôt que d'autres. Et donc, le modèle qui correspond mieux et que je reprends la sociologie des arènes publiques, c'est l'idée que, je ne vais pas pouvoir développer tout ça, mais en gros, l'arène de la recherche, elle est en interaction avec toute une série d'autres arènes. L'espace public, c'est tout ça, c'est une mosaïque de toutes ces arènes qui interagissent les unes avec les autres, qui ont chacune certaines règles pour rentrer, être puissant dans ces arènes. On peut, dans l'arène économique, vous avez beaucoup d'argent, vous faites une OPA. Dans l'arène scientifique, vous ne pouvez pas publier un article, enfin, en tout cas, ce n'est pas le mainstream, en mettant des billets dans l'enveloppe dans laquelle vous envoyez votre article. Dans l'arène judiciaire, il faut avoir un diplôme, etc. Donc chaque arène a ses règles, mais il y a une interaction entre toutes ces arènes qui oriente chacune d'elles. Et par exemple, dans le champ de la recherche, vous auriez plusieurs trajectoires possibles de la recherche et de l'innovation, qui sont en gris et en rouge. Et puis, du fait des interactions avec les autres arènes, du type de où vont les financements, où vont les soutiens, où vont la médiatisation, etc., ça va être la rouge. J'en ai pour moins d'une minute, ça va être la ligne rouge qui va être prise au détriment d'autres futurs de recherche possibles. Donc c'est une vision beaucoup plus interactive et beaucoup plus complexe. Je ne vais pas pouvoir développer tous les apports de la sociologie de l'ignorance qui a été développée notamment par Robert Proctor et Londa Schillinger sur les différents types de fabrication d'ignorance, involontaire, volontaire, stratégique, etc. Mais je voudrais souligner le fait que j'ai complexifié par rapport à ce que fait Oresques cette notion de fabrique de l'ignorance en soulignant que fabriquer des nouvelles directions vers des fausses pistes fait partie de la maîtrise de la science par certains acteurs stratégiques. Ce n'est pas si nouveau. Sur le tabac, c'est exactement ce qui s'est passé et ça a été justement étudié par Robert Proctor. Il y a déjà des grosses controverses autour du tabac dans les années 50 et pendant 30 ans, l'industrie du tabac va financer la recherche sur le cancer, sur tous les autres facteurs que le tabac. Sur l'environnement intérieur, l'alcoolisme, etc. Ça va être des centaines de chercheurs et de chercheuses au travail sur ces questions et leur permettre de gagner du temps et de continuer leur business pendant un certain nombre de décennies. Et donc finalement, il faut un petit peu complexifier, ce sera peut-être mon message, c'est pas juste, il y a des méchants industriels qui attaquent la science ou des méchants Trump qui attaquent la science comme un tout. On a des stratégies extrêmement sophistiquées de la part de ces acteurs pour choisir à l'intérieur des champs scientifiques, des domaines scientifiques, des directions de R&D pour orienter notre communauté vers certaines pistes plutôt que d'autres. Et donc c'est aussi ça qu'il faut penser dans la bataille en cours. Merci beaucoup.